Et pour la poursuite du débat sur ce dit rapport, je cède maintenant la parole à M. le député de Drummond. Monsieur le député de Drummond, à vous. Merci, Monsieur le Président. Si je peux me permettre une analogie qui pourrait servir, encore une fois, à ces proverbiales centaines de milliers de personnes qui nous regardent probablement à la télévision. Maintenant, on en a parlé plusieurs fois en commission. Si on prenait une gang d'enfants dans une cour d'école qui viennent de se battre à la récréation et qu'on leur disait, maintenant que vous vous êtes battus à la récréation, vous allez faire un travail d'équipe. Ensemble, il pourrait y avoir des frictions. Mais prendre des députés qui sortent d'une période de questions à l'Assemblée nationale et les faire travailler en commission parlementaire, c'est parfois un peu ça. Il y a un ton, il y a une forme d'antagonisme qui peut exister et qui doit, dans le cadre de la commission parlementaire, qui est peut-être la partie la plus noble et la plus rigoureuse du travail du parlementaire, tel que je le découvre étant encore passablement nouveau à ça, il y a peut-être quelque chose de très noble là-dedans, de plus utile à bien des égards que nos sparages, dont certains sont parfois extrêmement révélateurs et qui restent pertinents. Le travail sur le projet de loi 82 et ses 265 articles a été extraordinairement révélateur à plusieurs égards. D'abord, parce qu'à travers les gens qui sont venus s'exprimer, on a découvert deux univers qui, je pense, se sont passablement rencontrés. Il y a des groupes, il y a des citoyens qui sont venus parler de patrimoine et de culture avec leur cœur et avec leur âme, des bénévoles, des gens qui s'y consacrent par passion. Et il y a, un peu par la force des choses, le style d'un texte législatif forcément un peu rébarbatif et rigoureux. Il fallait que les gens qui sont venus s'exprimer en commission parlementaire réussissent à insuffler une partie de cette âme à un texte de loi. Je ne crois pas que ce soit parfait. Je crois que c'est perfectible, mais je crois qu'au terme de l'exercice, le projet de loi sur le patrimoine culturel que nous avons en main est quelque chose, et c'est le mérite de tout le monde, est quelque chose de mieux que ce que c'était auparavant. C'est le mérite des groupes, c'est le mérite de l'ouverture d'esprit qui s'est exprimé éventuellement, c'est le mérite un peu de nous aussi qui avons discuté. Parfois, on essaie une idée, parfois elle est bonne, parfois elle l'est moins. Ça a aussi été une occasion assez extraordinaire de voir jusqu'à quel point, par moment, l'institution peut être assez proche de ses citoyens. C'est beaucoup de gens qui sont venus en commission parlementaire. Et ils sont là, dans la même enceinte que nous, ils s'expriment, ils débattent. Un des rares moments de proximité dont on ne se rend compte qu'avec le recul, parce qu'effectivement, passer des dizaines d'heures en commission parlementaire, ça demande une forme de discipline intellectuelle. Ça m'a aussi permis de soulever des cas de ce type-là. Il y en a partout au Québec. Chaque circonscription, la plupart des municipalités au Québec ont des enjeux à caractère patrimonial. Et ça a permis, je pense, à chacun d'entre nous de retourner dans sa circonscription, de prendre acte des dossiers à caractère patrimonial qui sont là. Je reviens rapidement sur le patrimoine immatériel. Ce fut un peu épique, extrêmement intéressant. Ce fut un dossier, une partie du dossier, une simple définition qui était, croyait un certain nombre d'intervenants, peu adaptés à la réalité contemporaine et qui, suite à des échanges, souvent d'une considérable profondeur, je dirais même d'une grande profondeur scientifique, suite à des échanges, c'est une définition qui a été revue. Et je pense sincèrement qu'aujourd'hui, avec la définition que nous allons adopter, le Québec va effectivement, et c'était l'intention du projet de loi, et c'est ce qu'on s'était tous promis, à cet égard-là, le Québec va être passablement dans le peloton de tête en termes de patrimoine immatériel. Ça a l'air très théorique comme notion, le patrimoine immatériel, mais Dieu sait que c'est fondamental. C'est la forme de patrimoine qui retient le plus l'attention des milieux patrimoniaux en général, et souvent des citoyens et de champs d'expertise extrêmement précis. Pourquoi? Parce qu'il est vivant.
parce qu'il est actif, parce qu'il se perpétue, se transmet, parce qu'il se vit encore au quotidien, et ce n'est pas parce qu'il est contemporain qu'il n'est pas patrimonial. C'est l'élément de cette loi qui contribue le plus et le mieux à faire en sorte que le patrimoine ne soit plus vu comme le vieil immeuble dont on souffle la poussière pour voir ce qu'il y a en dessous et essayer de le mettre en valeur pour un autobus de touristes. Le patrimoine, c'est beaucoup plus riche que ça, et la notion de patrimoine immatériel aura permis de mettre ça en valeur. On a parlé beaucoup de ce que sont les mandats, de ce que sont les intentions, de ce que sont les objectifs d'une loi comme celle-là. Il y a bien sûr l'identification de ce que sont les éléments du patrimoine qui existent, l'inventaire, le répertoire de ça. Il y a déjà des efforts considérables qui ont été faits dans plusieurs institutions, mais ce n'est qu'une toute petite partie de ce qui peut être fait. Il y a des milliers de sites archéologiques qui ne sont pas même découverts au Québec. Il y a des richesses dans les sous-sols et les greniers des gens. Et il y a tout un patrimoine à caractère religieux qui est dans l'ensemble des immeubles, des églises du Québec et qui est menacé non pas par la désaffectation des citoyens qui fréquentent moins les lieux de culte, c'est totalement leur droit, le monde évolue, mais qui est menacé de tomber en désuétude malgré son caractère historique et patrimonial. Je ne crois pas que l'entièreté de la réflexion sur ce sujet précis soit... Ce n'est pas totalement satisfaisant, il y a une progression, il y a une sensibilité, il y a une reconnaissance de la nécessité et il reviendra, peut-être plus qu'il ne l'aurait souhaité, aux citoyens de faire valoir leurs revendications à cet égard-là. Il y a la préservation à la fois réglementaire et scientifique, la préservation de ce que sont les items qu'on identifie, et il y a beaucoup la diffusion. Il y a la nécessité de faire en sorte, dans une société dont l'identité est si importante compte tenu de son histoire, de sa géographie et de sa langue, il est essentiel que tout ce qui est relatif à l'identité soit mis en valeur. La diffusion des éléments de patrimoine qui sont identifiés, sous toutes les formes qu'elles peuvent prendre, doivent être offertes, présentées, rendues accessibles au plus large nombre possible. Je souhaite que la loi remplisse une fonction fondamentale. Il faut, par exemple, que les gens qui travaillent très concrètement sur le dossier de la maison familiale de René Lévesque à New Carlisle puissent trouver dans cette loi une poignée qui leur permettra de sentir qu'ils ont des outils ou une ouverture ou une compréhension supplémentaire. Il faudra que les gens qui militent pour la préservation, par exemple, de l'arrondissement historique de Sillery, sentent dans leur défi quotidien de lutter contre une certaine invasion de construction de condominiums au détriment d'éléments patrimoniaux fondamentaux, qu'ils sentent qu'il y a dans cette loi une ouverture et une sensibilité, une écoute, un partage de leur inquiétude par rapport à ça. Il faut, vous me permettrez de prendre des exemples plus locaux, que les gens du comité qui veulent préserver l'église de Saint-Edmond ou celle de Lefebvre, près de Drummondville, sentent que cette loi-là leur donnera les outils dont ils ont besoin pour y arriver, qu'ils trouvent là-dedans l'espoir, pas tant dans le libellé de la loi, que dans l'intention de la loi, que dans l'application de la loi. Et ça, c'est un engagement à laquelle on ne peut pas manquer. Je termine rapidement en mentionnant qu'un scientifique avait dit qu'il ne fallait surtout pas que le patrimoine prenne la forme du village québécois d'antan de Drummondville, qui est une attraction touristique. Et moi, je dis attention, ça m'avait un peu heurté. Le village québécois d'antan est un assemblage d'éléments patrimoniaux de différentes origines, mais qui est peut-être un des plus beaux véhicules de notre patrimoine comme communication de ce qu'a été le mode de vie au Québec pendant tout un siècle. Et pour ces raisons-là, il faut aussi qu'on élargisse notre vision et qu'on fasse en sorte que des initiatives aussi réussies que ça obtiennent les statuts, l'aide, la reconnaissance patrimoniale et muséale
pour qu'elle rayonne encore davantage. Je pense donc que cette loi-là n'a pas encore toute l'âme qu'elle mérite, mais qu'elle pourrait bientôt l'avoir. Alors, je vous remercie, Monsieur le député de Terrebonne, de votre intervention.